La commune. L'actualité proche de chez vous, c'est aussi la ville de Garges-les-Gonesse qui vient de mettre en place un radar pédagogique mobile. Il sera implanté sur des axes importants de la ville avec une rotation trimestrielle. Il se déplacera sur les axes suivants: l'avenue du 8 mai 45, la rue de Noyer des Belles-Filles, les avenues du Général de Gaulle, les Mitterrand, de Stalingrad, de Carnot, ainsi que du côté de la place du 19 mars. Ce type de radar indique uniquement la vitesse à laquelle roulent les automobilistes, mais ne flash pas ceux qui dépassent la limite autorisée. À Gonesse, cette fois-ci, il y a quelques jours, le maire de la ville, Jean-Pierre Blazy, et Sylvie François, présidente du bailleur social Toit et Joie, ont posé rue Gabriel Péry la première pierre d'une résidence de 41 logements collectifs en accession sociale à la propriété. C'est le premier projet de ce type porté par la ville. Le programme, qui comprend également 31 places de stationnement et semi-enterrées, doit être livré seulement fin 2019. Mais la commercialisation a, elle, largement déjà commencé. Et puis pour refermer ce flash vanoisien, ce soir à Soisy, sous Montmorency, la municipalité entame une série de 6 réunions publiques pour aller à la rencontre des habitants. Premier rendez-vous à 20h45 à l'hôtel de ville, salle des mariages, pour les riverains du quartier des Fleurs au stade Schweitzer. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin. Non, c'était votre flash valoisien. L'agenda des villes, c'était tout à l'heure. Et restez avec nous dans un instant, le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Je vous souhaite une excellente journée en ce mardi 13 novembre 2018. Et bien évidemment, une grande pensée à toutes ces personnes qui ont perdu des proches lors des attentats au Bataclan, au Stade de France et à la terrasse de café. C'était le 13 novembre 2015, n'oublions jamais. 9h03 sur IDFM Radio Anguin. Retrouvons donc maintenant l'indicatif de l'émission, le bar de l'économie, présenté par Florence Sueur, qui va tout vous détailler sur ses nombreux invités. Ils sont combien ce matin? 1, 2, 3, 4 invités. 3, d'accord. Il y en a 2 qui sont en retrait, qui sont venus accompagner en tout cas les invités du jour. C'est parti, le bar de l'économie avec Florence Sueur. À demain matin, 7h. Et oui, les hommes ont encore besoin des femmes pour les accompagner, vous voyez. C'est que des hommes. Il y a des fois, c'est que des femmes. C'est le contraire. Hier, c'était le contraire. Oui. Non. On essaye d'équilibrer. Ah bon, merci beaucoup. C'est bon? On y va. Voilà. Je vous fais signe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour 90 minutes d'information. Aujourd'hui pour des histoires extraordinaires avec mes invités, vous allez voir. D'ailleurs, je les remercie d'être en studio avec nous. Tout de suite, j'accueille Laurent Delaporte. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le tout nouveau directeur général de CAPA. Et voilà le travail, c'est votre slogan. Avec votre plateforme 100% numérique, le travail vient à nous. En fait, vous matchez des profils et des entreprises. Et c'est Stéphanie Delestre, la présidente, qui en a eu l'idée en 2011. Vous auriez à peu près 200 000, 225, 880, enfin non, 225 000 à peu près, on va dire, offres d'emploi disponibles en ce moment sur toute la France. Peut-être que c'est plus. Plus de 65 000 entreprises recrutent déjà sur votre plateforme, qui lance une grande campagne d'information sur le travail en intérim. Vous recherchez 10 000 intérimaires d'ici 2020 pour pouvoir ensuite les transformer en temps plein. Alors, Laurent Delaporte, à titre personnel, vous avez été président de Net Media Europe et vice-président également chez Microsoft, grosse aventure chez Microsoft, avec qui vous avez collaboré pendant 20 ans. À titre personnel, vous êtes aussi conseiller municipal en charge du développement économique à la mairie de Versailles et vous coachez de jeunes entrepreneurs. Donc on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Avec vous, on évoquera la stratégie de CAPA, bien sûr, qui parle de start-up, qui passe de start-up à scale-up, comme on dit. D'ailleurs, vous expliquerez ce terme, s'il vous plaît. Et puis, vous avez levé récemment une très jolie somme, 11 millions d'euros, c'est pas rien. Et donc, bien sûr, des objectifs de développement ambitieux. Vous nous expliquerez ce que vous entendez faire avec ces 11 millions d'euros. Et puis, on aimerait bien connaître vos conseils pour tous ceux qui cherchent du travail, pour que leur profil soit tip-top et que justement, cela puisse matcher sur les plateformes.
Alors à vos côtés, notre autre invité aujourd'hui, c'est Olivier Salustro. Bonjour Olivier. Bonjour Florence. Vous êtes commissaire aux comptes et expert comptable au sein de votre propre cabinet. Alors, certification de compte, fusion d'entreprise, évaluation financière, expertise judiciaire sont votre lot au quotidien. Vous présidez la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et vous êtes animateur de formation en évaluation financière à Paris-Dauphine dans le cadre d'un programme que vous avez créé d'ailleurs qui s'appelle l'Executive Master Évaluation Financement et Transmission d'entreprise. Vous expliquerez pour qui, pourquoi faire. Voilà, on saura tout à l'heure. Avec vous, on évoquera peut-être la loi Pacte, la défense de l'intérêt général et la régulation de l'économie. Est-ce que la loi Pacte va changer des choses pour votre métier ? Alors la CRC, la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, a lancé en septembre 2018 un observatoire de l'intelligence artificielle avec des analyses très judicieuses, d'ailleurs, j'ai remarqué, sur un thème, une plateforme, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle le Lab 50 pour explorer les futurs métiers du chiffre, comme on dit. Le nouveau mot pour dire comptable, on dit du chiffre maintenant. C'est du marketing là aussi en comptabilité. Est-il possible, à brève échéance, que la technique ait raison de la profession comptable? On aimerait bien savoir. Alors dans le Lab 50, on y trouve des analyses comme intelligence artificielle et éthique des professionnels du chiffre, le coût de la surcharge informationnelle en entreprise, ça c'est vrai, les biais qui naissent avec l'intelligence artificielle, et puis vous posez la question, eh bien la question n'est pas de savoir si votre profession sera ubérisée, mais que ferez-vous quand elle sera ubérisée? Très bonne question. Et puis peut-être on aura le temps de parler un peu de la blockchain et de ses impacts pour le CAC 40. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'on parle, j'entends moi aussi, crypto-monnaie et puis évolution des technologies pour développer des nouveaux programmes. À nos côtés également, Damien Cacaret, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes docteur en pharmacie, études complétées à HEC, pour fonder ensuite une société qui s'appelle Domidom Service, un réseau d'ailleurs très connu d'agences de services à domicile en franchise que vous cédez en 2014 à Orpea. Joli réseau, comme je disais, puisqu'en 2017, il réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en propre et 45 millions en consolidé avec 65 agences et plus de 2000 salariés. En 2014, Orpea reprend un autre réseau d'agences, c'est ADAP Service, dont on va parler aujourd'hui. Et vous, du coup, en 2015, vous devenez le directeur de la division Domicile France pour le groupe Orpea. Donc, vous êtes directeur de la France pour tout ce qui est service à domicile. Donc, vous dirigez les marques ADAP et Domidom, comme je viens de le dire. Mais vous êtes aussi président de Synerpa Domicile, le syndicat des entreprises de services à domicile qui fait partie de la confédération Synerpa qui fédère tous les acteurs, dont notamment les EHPAD dont on parle un petit peu en ce moment. Alors l'emploi à domicile c'est important parce que ça concerne 120 000 salariés qui aident les personnes âgées, on va dire, à vivre, et ça 120 000 dans toute la France. Mais avec vous, on abordera bien sûr le service à domicile. Et puis, nous sommes dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est du 19 au 25 novembre, donc ça arrive la semaine prochaine. Et vous avez pris une initiative intéressante, et c'est ça dont j'aimerais que l'on parle en ce moment. Ce que vous allez faire au musée national des arts asiatiques, qui s'appelle le musée Guimet, pour sensibiliser le public à la perte d'autonomie. Je ne vais pas dévoiler ce que vous allez dire, mais ça me semble très intéressant. Et puis, vous avez publié une étude, Faire face à la dépendance d'un proche, un recueil gratuit à l'attention des aidants familiaux, car 82% des Français sont inquiets à l'idée de devenir aidants. Et oui, 11 millions d'hommes et de femmes aident déjà leurs proches actuellement, en France en tout cas parfois, 24 heures sur 24. Donc c'est parfois difficile quand on doit tout cumuler, sa vie privée, vie professionnelle, plus aider ses parents. Voilà, mais comme d'habitude, tout d'abord, ce sont les infos à retenir. Voici les infos que j'ai retenues aujourd'hui. Premièrement, c'est l'hommage à Stanley Martin Lieber, dit Stan Lee, né le 28 décembre 1922 à New York. C'est le scénariste et l'éditeur américain de dessins animés, et pas n'importe lesquels. Il nous a fait rêver grâce aux super-héros qu'il a créés comme Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, mais aussi les X-Men. Qui n'aime pas et qui ne connaît pas les X-Men? Enfin bref, tous les personnages de Marvel, c'est lui. Il est décédé hier à l'âge de 95 ans. Et alors, la petite chose amusante, c'est qu'on peut le reconnaître dans plus de 30 films où il faisait soit des brèves apparitions, soit, quand c'était des dessins animés, il donnait ses propres traits à un personnage. Donc, on le retrouve dans tous les films qu'a produit pour Disney ou Marvel même directement.
Seconde info du jour, c'est l'histoire, c'est Blablacar. Eh bien oui, Frédéric Mazella, le fondateur et président de Blablacar, d'ailleurs que j'ai invité à l'antenne, mais je comprends maintenant pourquoi il n'a pas pu venir. C'est le spécialiste du covoiturage, et avec ses associés Francis Napez et Nicolas Brusson, qui sont donc tous les deux les cofondateurs, avec Frédéric Mazella, eh bien il lève 101 millions d'euros et il rachète la filiale lourdement déficitaire 8 bus qui sert 300 villes en France. 8 bus a transporté plus de 12 millions de voyageurs, mais ses pertes ont atteint 165 millions d'euros en cumulé, dont 36 millions en 2017. Et du coup, la SNCF entre au capital de Blablacar. Elle disposera d'un siège d'observateur au conseil d'administration, mais non pas d'administrateur. Au total, Blablacar a déjà collecté près de 400 millions d'euros, ce qui la valorise à plus d'1 milliard d'euros. D'ailleurs, l'objectif est qu'ils entrent en bourse. Ces soutiens financiers d'hier et d'aujourd'hui croient à leur succès. Et puis, dans l'œil de mire, ils veulent un retour sur investissement. Et c'est donc cette introduction en bourse qui va le permettre, puisque c'est leur objectif. Alors, cette opération, grâce à cette opération, eh bien, Blablacar va faire son apparition sur Oui SNCF, le site de vente en ligne donc, de la SNCF, mais cela permettra d'offrir 30 000 possibilités de voyage en plus. Donc, du coup, on pourra avoir du train avec du bus et puis du covoiturage, les trois cumulés pour traverser toute la France. Donc ça, c'est une offre assez intéressante. Donc, comme je le dis, plus de 30 000 possibilités de voyages nouvelles vont arriver sur le site de la SNCF. Blablacar compte actuellement 65 millions de membres, dont 15 millions en France. Et cet été, ils ont annoncé qu'elle était rentable pour la première fois de son histoire sur les 8 premiers mois de l'année. Il y a un an, Blablacar a lancé Blabla Lines, le covoiturage courte distance. Et puis, ils espèrent, l'année prochaine, reprendre de leur ambition internationale qui avait été mise entre parenthèses parce que s'ils monétisent leurs services en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Pologne, ils ne prennent aucun service dans d'autres pays. Ils ont même été obligés de se retirer de la Turquie, de l'Inde et du Mexique. Voilà. Deuxième pour Blablacar, un petit commentaire peut-être Laurent Delaporte. On peut juste saluer que c'est un très beau succès, mais c'est aussi une forte évolution de ce qu'est la gestion de la mobilité, puisque globalement, Blablacar a plus de 30 000 points de passage et de connexion entre de ville à ville. Et avec les bus, finalement, ils passent à l'étape supérieure. Un bus, finalement, on peut le voir aussi comme une grosse voiture, donc un gros covoiturage. C'est ça, exactement, un gros. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est les nouvelles offres de covoiturage entre SNCF et Blablacar. Parce qu'effectivement, il y a des provinces en France où on n'a rien. Et donc là, ça peut être très intéressant pour tous ceux qui voyagent. Seconde info du jour, eh bien, c'est la CCI. Troisième info plutôt, c'est la CCI en Val d'Oise. Eh bien, la CCI et Google proposent aujourd'hui une journée de formation à Cap-Cergy sur des thèmes très intéressants qui sont comment augmenter son trafic en magasin, quel levier Internet propose-t-il pour accroître son chiffre d'affaires, comment construire sa marque et raconter une histoire sur Internet, puisqu'apparemment les nouvelles manières de faire des sites Internet seraient en partie, en tout cas, de raconter une histoire et non plus seulement de vendre des objets. Donc vous aurez tout in situ entre les outils et les avantages du web to store afin d'améliorer votre présence en ligne tout en ayant un magasin physique avec des cas pratiques. Par exemple, si vous venez d'être recruté dans une entreprise en tant que chef de produit et que vous décidez de lancer un nouveau produit sur le marché, vous devrez alors utiliser des éléments et des points clés. Et c'est ça qu'on va vous faire travailler aujourd'hui. C'est un programme de 3 heures, 1h30 de présence théorique, 1 heure de cas pratique et 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez encore y aller, que ce soit maintenant ou cet après-midi. Il faut pour ça vous inscrire. Vous allez sur entreprise au pluriel.cci-paris, idf.fr et puis vous cherchez les Google Ateliers numériques pour les pros. Autre info dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, pardon, je suis désolée, ma bronchite n'est toujours pas terminée, c'est en 20 ans l'évolution du marché bancaire français qui a donné naissance à des champions nationaux. 83% des 7 700 milliards d'euros d'actifs sont détenus par 6 groupes bancaires, BNP Paribas, Société Générale, Groupe Crédit Mutuel, BPCE, Groupe Crédit Agricole et la Banque Postale. Et ces 6 groupes génèrent aujourd'hui près de 90% du produit net bancaire.
Ils ont réduit leurs coûts et leurs marges, leurs charges d'exploitation en faisant tous ces rapprochements. On l'a bien vu, hein, baisse des effectifs, fermeture d'agences. Mais cela limite leur nouveau développement. La BBCE vient d'ailleurs d'abandonner le déploiement de Fidor en France. Au 1er novembre, BNP Paribas a perdu 26% de son cours depuis le début de l'année et la Société Générale 24%. Et le Crédit Agricole a vu son cours baisser de plus de 14% toujours sur cette même période. En tout cas, 2 métiers apparaissent, celui de gestionnaire de risque de crédit et d'assurance, et puis celui de commerçant qui détient la relation et la valeur client. Et c'est là-dessus que le directeur général d'Arkea Groupe Crédit Mutuel veut surfer. Il veut s'inspirer des startups pour proposer une nouvelle stratégie. Il veut faire une plateforme collaborative, une banque collaborative, une plateforme sur la base d'un modèle qui se rapproche de celui d'Amazon pour vendre, dit-il, des expériences clients. Il souhaite, en accompagnant ses clients sur l'ensemble du parcours immobilier, par exemple, dans le cas d'une acquisition et non plus simplement de l'obtention d'un crédit ou de la souscription de l'assurance habitation du bien. Début 2019, tout le réseau caisse nationale, enfin locale notamment, je répète, début 2019, le réseau des caisses locales du groupe Crédit Mutuel en Nouvelle-Aquitaine va tester cette nouvelle plateforme et améliorer le dispositif avant de l'intégrer et de l'adapter à tout le réseau en France. Ensuite, il y aura en premier développement la Bretagne et puis le Massif central. Alors, est-ce que ça vous fait réagir, vous qui êtes un petit peu très au fait de l'informatique et des nouvelles technologies? Laurent Delaporte ou Olivier Salustreau? Olivier Salustreau. J'observe des banques qui se sont réformées tout au long des 20 dernières années, aujourd'hui font face à une nouvelle concurrence, par exemple celle d'Amazon, et qu'il est urgent pour elles de s'adapter et de visiter de nouveaux modèles. Je renvoie par exemple au fait qu'Orange, qui est un opérateur télécom, a lancé Orange Bank, alors avec un succès, je pense, pour l'instant limité. C'est vrai que ça a surpris tout le monde. C'est un nouvel entrant, et donc je crois que les banques doivent se préparer à de nouveaux modèles, à de nouveaux business models. Il n'y a pas seulement les banques en ligne, il y a effectivement des modèles type Amazon qui sont très menaçants et qui investissent tous les secteurs d'économie, y compris banque, assurance. Voilà. Et puis la Poste, elle, qui depuis longtemps s'est développée dans la vente de téléphones. Oui, alors aussi. La Poste, donc là, elle avait un autre problème à gérer, qui était qu'elle avait un modèle qui est en voie d'extinction. Enfin, je suis désolé de le dire pour les postiers, mais en fait, la Poste doit se renouveler et trouver un autre modèle, notamment pour donner du travail à tous ces points de vente qui quadrillent le territoire. Ouais. Alors, merci beaucoup Olivier Salustreau pour ce commentaire. Avant-dernière info du jour, c'est France Active Île-de-France qui vous propose un speed meeting pour les entrepreneurs et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est le lundi 19 novembre, donc le lundi prochain, de 12h à 14h. Rendez-vous pour tous les porteurs de projets ou créateurs d'entreprises à la Bergerie nationale dans le parc du château de Rambouillet. Voilà. C'est donc ce rendez-vous. Et puis, dernier rendez-vous, là, cette fois-ci, c'est ce soir. C'est la République En Marche, Val d'Oise, et son pôle Europe qui vous invite à une restitution de la grande marche pour l'Europe qu'ils ont faite ces dernières semaines. Donc, ils vont vous restituer les 1000 questionnaires remplis en vue de la campagne pour les élections européennes. Donc, le rendez-vous est à Goussainville, de 19h45 à 22h, salle du Vieux Pays, place Hyacinthe Drujon. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. On part sur une jolie pause musicale. Je vous propose Alain Manoukian avec sa musique, enfin son titre au piano, Incala. Oh là là. J'essaye de m'éclaircir la voix le matin, mais ça marche pas. Ça se fait avant. On a le droit de tousser, donc. Quand on n'a pas le choix. Pardon? Non, c'est bon. Vous pouvez parler. Non, mais quand on est en air, tous les micros sont ouverts. Tous les micros sont ouverts. Donc si on tousse, il faut tousser derrière. C'est pour ça que je me recule. Je vais juste me permettre une petite chose, c'est que on entend beaucoup respirer dans les... Oui, mais non, vous faites bien de le dire. Gardez-le devant parce que sinon, quand ils vont parler, ils vont parler à côté. Ouais, je vais faire parce que il y a une respiration dans les micros. Ouais. Ah oui, mais nous, on n'a pas l'ouïe aussi fine. On est tout à fait dans les temps, tout va bien.
super dans les temps. Alors, on ne met pas trop fort la musique en studio à cause de Facebook, parce que ce n'est pas les mêmes droits d'auteur. Ah oui. Et comme on est une radio associative, qu'on n'a pas de sous, puisqu'on est financé par les subventions et qu'on a du mal à faire rentrer les subventions, et bah, du coup, on baisse tout. Alors, on a des auditeurs, voilà, on a un auditeur sur Facebook qui vous dit bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il met? Ah, il nous me remercie d'être là, c'est gentil. Et une pensée pour, après je vois pas. On va dire merci Sacha. Qu'est-ce qu'il a fumé, André Manoukian? Comment? Il a fumé quoi, André Manoukian, là-dessus? En fait, André Manoukian a, comme moi, des origines arméniennes. Et là, on entend, c'est une espèce de sitar. Et C'est joli. c'est très joli. Et après, ça démarre le piano. Donc, on va juste attendre le démarrage du piano. Et après, il y a le piano qui va démarrer. Non, mais c'est chouette. Les instruments arrivent les uns après les autres. Donc après, je vous propose de prendre la parole, Laurent. C'est bon? Très bien, on va essayer. Vous nous lancez sur des thèmes? Je vous lance, oui. Ouais. Non, non, ouais. vous inquiétez pas. Non, non. Je vous conduis, comme on dit. Ça va aller. Moi, j'ai pas des photos longues. Tu n'as pas encore. On va laisser un tout petit... Ça fait combien de temps, là? Là, il reste. Il a 6,50, c'était 8. Hein, Non. je crois. Il faisait 8 morts. Non, non, mais on fait que 2-3 minutes, nous. Hein. C'était juste pour faire une pause respiratoire. Attendez, je me prépare et c'est bon. Ah, vous êtes croisés dans votre vie? Alors, on a travaillé dans la même équipe. Dans la même? Même agence, mais il y a longtemps. Et dans la même équipe, en Il y fait. a 10 ans. Non. Peut-être pas 10 ans, Bah, mais... si. Bah, comme quoi, vous voyez? Ouais. Allez, on y va. Ouais. Voilà, au bar de l'économie, vous avez entendu donc Alain Manoukian avec son titre Inkala. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Delaporte, d'Olivier Salustro et de Damien Cacaret. Alors, Laurent Delaporte, vous êtes le tout nouveau directeur général de CAPA. Et voilà le travail, c'est votre slogan. Expliquez-nous un petit peu cette aventure. En tout cas, pour vous, cette toute nouvelle aventure, ça fait 1 mois, je crois, que vous avez été nommé. Je suis CAPA depuis 1 mois, mais CAPA existe depuis 2011. 2011. Depuis 3 ans, CAPA est centré sur l'intérim, avec l'ambition de résoudre le problème de l'emploi et du chômage des travailleurs non cadres, en proposant une offre qui permet de faire rencontrer ces travailleurs avec les recruteurs, en utilisant effectivement la technologie et les algorithmes qui vont nous permettre d'identifier les bons candidats et de les mettre face aux bonnes offres. Alors, il y a un nouvel algorithme qui... Enfin, vous avez levé 11 millions d'euros, donc c'est énorme. Je suppose que c'est pour investir en nouvelles technologies, en nouveaux algorithmes aussi, ou c'est aussi pour vous développer en France et à l'étranger? Alors pour l'instant, on est centré sur la France. Le marché de l'intérim en France, ça concerne 1 million de personnes. C'est un marché de 24 milliards. Et donc effectivement, on a mis en place une équipe technique qui est pour nous basée à Grenoble, avec des ingénieurs qui sont diplômés de machine learning et d'intelligence artificielle, pour nous aider à créer ces algorithmes qui permettent aujourd'hui de lire le CV, de le comprendre et d'en tirer l'astuce scientifique moelle, on va dire, et donc en fait identifier les compétences, puisque beaucoup de ces travailleurs non cadres ne sont pas forcément des diplômés, mais ont des compétences dues à leur expérience. Et de ces expériences, on est capable de comprendre sur quel type de job ils peuvent postuler. Alors, vous avez dit justement les mots justes. Quand on est non-cadre, on n'est pas toujours formé. Donc, on ne sait pas toujours forcément bien comment remplir un CV. Comment est-ce que vous les aidez à remplir leur CV en proposant des mots pour que tous les mots soient tout le temps les mêmes, pour faciliter justement le matching entre demande et offre? Comment fait-on pour bien remplir son CV finalement? Bien remplir son CV, c'est avant tout d'écrire de manière simple les expériences et donc les compétences que vous avez acquises dans vos expériences, la capacité de travailler en équipe, la capacité de prendre des initiatives, la capacité
de faire des choses tout simplement, et donc de l'exprimer à travers votre CV. Plutôt, nous, on s'intéresse donc à ces expériences, et nos outils et nos algorithmes comprennent ce langage simple et l'interprètent pour comprendre et définir les compétences. Alors, 11 millions d'euros, ça veut dire que CAPA passe de start-up à scale-up, comme on dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une scale-up? La France est un domaine où on a beaucoup de start-up. Les start-up, c'est par définition des jeunes entreprises, donc des entreprises qui ont des petites équipes et des petits chiffres d'affaires. Nous, notre ambition, c'est de devenir une PME de croissance ou une ETI. C'est ce qu'on appelle dans le terme américain des scale-up, donc des entreprises qui ont été capables de passer du stade de 0 au stade de 10 millions. Aujourd'hui, CAPA est une entreprise qui fait à peu près 15 millions de chiffre d'affaires, enfin, qui va terminer l'année à environ 15 millions de chiffre d'affaires. Voilà, devenir une scale-up pour nous, c'est aborder les 50 millions, puis les 100 millions de chiffre d'affaires pour avoir un impact significatif sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, c'est votre objectif. Les entreprises de croissance. Voilà. Alors, comment vous réalisez le chiffre d'affaires qui finalement finance? C'est l'entreprise qui recherche des profils. Comment vous financez? Nous finançons de manière relativement simple. Nous travaillons avec des recruteurs, des personnes qui cherchent des intérimaires, et nous leur mettons en face, nous proposons plusieurs profils, en général entre 5 et 10 profils sur chaque offre. Nos algorithmes nous permettent de faire cette chose très rapidement, donc en moins d'une demi-journée, on est capable de présenter des candidats, présenter des CV, l'entreprise peut les choisir et à partir de là, on contractualise. L'ensemble de la chaîne, présentation des CV, contractualisation, gestion des heures, gestion des fiches de paye est complètement digitalisée. Ça nous permet d'aller très très vite. Alors, chez CAPA, on est très attentif à cette rapidité, puisqu'on sait que c'est aussi un besoin côté recruteur. En fait, c'est ça, c'est une vraie agence d'intérim en numérique. Vous faites tout de A à Z. Nous sommes une vraie agence d'intérim. Nous embauchons donc les intérimaires et nous gérons leur feuille de paye. C'est important pour nous d'ailleurs de mettre en valeur les intérimaires, qui sont chez nous des vrais salariés et non pas des auto-entrepreneurs. Ils ont donc une couverture sociale, ils ont donc la même chose que chacun des salariés. Notre objectif étant qu'on puisse les employer avec un taux d'occupation le plus proche du temps plein. Voilà, il faut encore qu'on travaille dans ce domaine. Bien sûr. Donc maintenant, on a mieux compris. Donc finalement, ça n'est pas qu'un matching entre offre et demande d'emploi. Vous fonctionnez à la manière d'une agence d'intérim 100% numérique. Et donc ça vous permet de pouvoir travailler sur toute la France ou bien vous avez des zones plus précises? Notre technologie et notre capacité d'intervention c'est sur la France. Et quelque part, notre chiffre d'affaires est assez aligné avec les centres d'activité en France. Donc, voilà, donc l'Île-de-France, la région de Lyon. Dans Rhône-Alpes, que dans le sud-est ou même dans le nord. Alors effectivement, notamment en Val d'Oise, il y a beaucoup d'entreprises. Les chefs d'entreprise se plaignent qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Ils ont du mal à recruter. Parce que pourtant, le Val d'Oise est un département très jeune. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de chefs d'entreprise. Ils sont bienvenus pour s'inscrire sur le site capa.fr. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est vrai que une des difficultés de l'emploi en France, c'est cette fluidité entre le candidat et le recruteur. C'est la capacité de chacun de s'identifier, de se reconnaître. Les recruteurs, j'ai attiré leur attention que c'est important de aussi faire attention à la manière dont ils libellent leur offre, qui détaillent exactement ce qu'ils attendent du candidat et qui fassent en sorte aussi d'eux-mêmes être attractifs. Parce que vous trouvez que ce n'est pas attractif actuellement, les offres d'emploi? C'est pas clair. clair. Pas attractif. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchent et qui ont parfois des libellés qui font que nous sommes obligés de les rappeler, de leur faire mieux expliquer ce qu'ils cherchent vraiment, quels sont leurs vrais critères de sélection, de telle sorte à ce qu'on perde tous le moins de temps possible. Et pour les candidats, c'est rien de plus frustrant que de postuler à une offre pour laquelle ils n'ont pas les bons critères ou les bonnes compétences, se faire refuser. Voilà, nous sommes tous intelligents, nous sommes tous capables de comprendre quand on vous explique quels sont les critères de choix. Fut un temps, on disait aussi que dans les offres d'emploi, il y avait les fausses offres. Je ne sais pas si ça a encore lieu. Quand des entreprises mettaient dans les journaux des fausses offres d'emploi. Et puis, il y a aussi l'autre cas où on dit que le chef d'entreprise français veut le mouton à 5 pattes.
et que effectivement, c'est pas très clair quand il fait ses annonces. Alors, les fausses offres, je pense que ça fait partie de la communication de l'entreprise de dire qu'elle est performante et donc elle recrute. Sincèrement, aujourd'hui, la difficulté, elle est plutôt effectivement de déterminer quel type de personne on cherche. Quand on cherche le mouton à 5 pattes, c'est qu'en général, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche et qu'on ne fait pas l'effort de définir les bons critères. En faisant très attention à mon langage, je comparerais bien avec un appartement. Vous cherchez un nouvel appartement, vous voulez toujours la chose idéale avec le top floor, avec la super vue, avec la super cuisine, etc. Dans les faits, on sait que il faut parfois être plus raisonnable en fonction de son budget. Le candidat, c'est pareil. Il faut être, tout le monde rêve d'avoir le génie qui sait tout faire et qui n'est pas cher. La réalité, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il y a un marché, que les gens ont des compétences et en face de ces compétences, il faut mettre une rémunération qui est adaptée. Alors, vous nous avez dit que CAPA se spécialisait dans les non-cadres. Pourquoi vous n'investissez pas le marché des cadres? C'est pour plus tard ou pour l'instant, il n'y a pas de demande en intérim côté cadre? Non, il y a de la demande en intérim côté cadre aussi. Nous, on a identifié que le non-cadre était une problématique sociétale plus importante, touchait effectivement aussi plus de personnes, et que donc si on était capable de résoudre et que l'intelligence artificielle allait nous permettre de résoudre ce problème-là peut-être plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce périmètre, et on ne s'interdit pas évidemment de grandir et de faire d'autres choses dans le futur. Merci Olivier Laurent Delaporte. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et puis on revient avec vous pour poursuivre sur la stratégie de CAPA. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu après au niveau de... Qu'est-ce que vous avez prévu de dire, vous, sinon, qu'on n'a pas encore dit? Enfin, sinon, moi, je voulais plus qu'on parle nouvelles technologies. Bien, est-ce que parler de nouvelles technologies... moi, je pense que j'ai dit les points importants sur CAPA, mais... les investissements que vous prévoyez. On va prendre plus de recruteurs et plus de candidats. Donc, en fait, la difficulté pour nous, c'est effectivement pas tellement de retrouver des recruteurs. Il y a aujourd'hui un marché de l'offre. Il y a plus d'offres que de candidats. En intérim? Ouais. Et par contre, effectivement, notre travail, c'est de résoudre ce mouton à 5 pattes, de faire en sorte que le recruteur accepte des candidats qui sont disponibles, qui sont tout aussi bons. Et est-ce que des cadres également postulent à des offres? Il y a un marché de l'emploi d'intérim pour les cadres aussi. Mais vous en occupez pas du tout, vous? Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur ce marché. Enfin, c'était pas ça ma question. C'était, est-ce que si un cadre, il va peut-être pas dire tout ce qu'il a fait. Les gens, pour trouver du travail, ils vont pas forcément dire tout ce qu'ils font. Peut-être que s'il y a des gens de ce type-là qui répondent. En fait, le type d'offres que nous on adresse sont des offres positionnées comme des offres non cadres, ou du premier niveau de cadre. Et donc c'est pour ça qu'on simplifie le message. Donc c'est plutôt des jeunes, votre cible? On n'interdit pas aux cadres de postuler, simplement les postes qu'on propose sont principalement des postes... Pour les jeunes finalement? Non. Non, pas forcément? La majorité des gens en France sont au SMIC ou à 1,5 fois le SMIC. Et nous, on est exactement dans cette cible-là. D'accord. Et donc, c'est tous les âges. La posologie, vous avez un petit peu une idée du profil de moyen? Je n'ai pas en tête le profil moyen, mais on n'est pas principalement sur les jeunes, on est en fait principalement sur les gens qui sont payés moins de 3 000 € par mois. D'accord, c'est la demande en tout cas. C'est là où il y a la grosse demande. Et puis donc, si on peut parler donc nouvelles technologies, qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, quels sont les... C'est la capacité d'aller vite, voilà. De répondre aux offres. Et la blockchain, ça vous parle au niveau du développement ou... Ça nous parlera, oui, un jour. Est-ce que vous allez... La question des contrats. Vous allez l'utiliser? On ne va pas faire d'annonce dans ce sens. Mais j'ai quelques idées, oui. Mais on ne va pas faire d'annonce dans ce sens. Non, mais on peut quand même en parler à titre général. La problématique, c'est pour le travailleur indépendant, d'une manière générale. On y va. Voilà, nous voici de retour. Vous avez reconnu la chanteuse, je n'ai plus le titre en tête, Aya Kamura, avec son nouveau titre.
Donc c'était sur IDFM au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Laurent Delaporte, le nouveau directeur général de CAPA, d'Olivier Salustro, commissaire aux comptes et expert comptable, et de Damien Cacaret, docteur en pharmacie, qui a fondé Domidom et qui dirige maintenant également la DAP Service. Alors nous étions en train de parler avec Laurent Delaporte de CAPA et de la stratégie de CAPA, qui est une agence d'intérim 100% numérique. Donc on parlait hors antenne des profils finalement des candidats. Le profil, donc votre stratégie, c'est de pouvoir proposer de l'emploi à tous les non-cadres. Donc on situe à peu près les non-cadres à moins de 3 000 euros. Après on passe au statut de cadre, hein, c'est bien ça? C'est souvent le cas, oui. Voilà, donc Encore c'est une la fois, plus nous, grosse demande des recruteurs. On cherche à vraiment avoir un impact sur l'emploi. Et donc on va là où le marché et le volume est. C'est tous ces gens qui voilà, sont recrutés sur des périodes le plus souvent courtes pour répondre à une offre en dents de scie des entreprises. Alors, vous utilisez bien sûr les nouvelles technologies. Hein. On parlait des nouveaux algorithmes. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous utilisez et pourquoi. Pourquoi vous surfez sur les nouvelles technologies. Et puis, est-ce que la technologie blockchain, ça vous fait réfléchir? Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourriez en avoir besoin pour développer des nouveaux services? Alors, oui, on est complètement appuyé sur une forte technologie. Un premier niveau de technologie, c'est donc de répondre au fait qu'un candidat et un recruteur ne se connaissent pas et ils peuvent être dans le même territoire, mais ne pas savoir que l'un cherche un candidat et l'autre cherche une offre. Et donc, ça permet de mettre en contact les gens. Premier sujet. Deuxième sujet, ça permet de faire en sorte qu'on sache identifier les compétences de chacun et mieux aussi dans une offre, savoir quels sont les critères que le recruteur cherche. Et donc, cette mise en commun est très importante. C'est beaucoup d'algorithmes de machine learning, donc on apprend à apprendre, on apprend les métiers similaires, on apprend les compétences qui permettent d'adapter dans un métier pour l'adapter à un autre. Donc beaucoup de technologies aussi pour gérer toute la chaîne de l'emploi. Encore une fois, nos intérimaires sont des gens qui sont salariés, qui ont droit donc à tout, et donc on paye l'ensemble des charges sociales. On sait qu'en France, mais d'ailleurs en Europe, c'est quelque chose d'important, mais aussi un peu compliqué. La technologie nous permet de simplifier ça et de faire une gestion de contrat très, très optimum. Un intérimaire signe son contrat dans les 48 heures de sa prise de poste. Quand on sait qu'on a certains intérimaires qui sont embauchés à une journée ou à 2 jours de la prise de poste, ça veut dire une capacité d'aller très vite. Bien sûr. Là aussi, la technologie nous permet de nous aider et de signer. Et donc de faire une signature électronique et donc de gérer. Quand on parle blockchain, aujourd'hui on n'est pas sur la blockchain, mais on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, cette technologie va nous permettre de mieux gérer les contrats, ce qu'on appelle la gestion du smart contract. La blockchain va permettre d'identifier, de s'assurer de part et d'autre que le contrat ait bien été signé et bien enregistré dans le futur. On n'en est pas encore là et pour l'instant, déjà, notre technologie nous permet d'assurer cette sécurité pour le recruteur et pour le candidat. Alors, est-ce que le fait de tout faire de manière numérique est assez agile pour, cette fois, le candidat qui veut changer éventuellement de métier, on va dire? Enfin, voilà. Est-ce que quand on a un profil type, on peut aller sur d'autres voies ou connexes à ce qu'on sait faire? C'est la grosse question que se posent ceux qui cherchent un emploi. Et c'est pour ça que c'est important. Quand on est en reconversion notamment. Et non, je pense que c'est important et je pense qu'on essaie de le faciliter. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les compétences, sur les métiers connexes, sur tout ce qui permet d'identifier lorsque vous faites un métier, quelles sont les compétences que vous avez acquises dans ce métier que vous allez pouvoir porter dans un autre métier. Et là, la technologie peut nous aider puisqu'elle peut faire des liens que les hommes en fait ne pensent pas à faire. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien décrire toutes ces compétences. C'est pour ça que c'est important de prendre un tout petit peu de temps, même si vous avez l'impression de faire un métier peu valorisant. Voilà, vous êtes dans un magasin, vous faites du commerce, donc vous avez une relation client, donc vous êtes capable d'interfacer et de parler avec le client, vous êtes capable vous avez un pouvoir de conviction.
eh ben, mettez-le dans votre CV. Ça, il faut le dire en fait. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas dire simplement vendeur de telle chose, par exemple. Il faut donner d'autres qualificatifs. Si vous êtes vendeur de téléphone, vous avez un appétit pour la technologie, vous pouvez avoir des compétences qui peuvent être réutilisées dans d'autres métiers. Voilà, si vous êtes vendeur dans la mode, vous avez aussi d'autres sujets d'intérêt, enfin, probablement, voilà, d'autres sujets d'intérêt ou d'autres compétences qu'il faut savoir mettre en valeur. Donc en fait, à la limite, il faudrait peut-être faire des CV, donner des idées, vous donner peut-être des idées pour mieux développer son CV finalement. Alors, en tout cas, on va encourager les gens à le faire. Oui. Merci beaucoup Laurent Delaporte, c'est très important puisque en ce moment il y a beaucoup de postes à pourvoir et puis beaucoup d'entreprises recherchent, donc faites appel à CAPA, pourquoi pas. Voilà, capa.fr. Capa.fr, on va le rappeler à nouveau. Alors à nos côtés, Olivier Salustro, donc vous êtes commissaire aux comptes, expert comptable au sein de votre propre cabinet. Donc vous nagez dans les chiffres. Alors vous avez fondé un master en évaluation de financement et de transmission pour justement tous les gens qui veulent se professionnaliser, se reconvertir ou s'améliorer même dans leur métier. C'est bien ça? Oui, tout à fait, en partenariat avec Paris Dauphine et l'Ordre des experts comptables franciliens. Voilà, l'idée est de donner accès aux professionnels experts comptables et commissaires aux comptes à de nouvelles compétences, nouveaux savoir-faire, monter en gamme, monter en compétences. Et donc, le sujet de l'évaluation d'entreprise, le sujet du financement et le sujet de la transmission sont trois sujets majeurs dans le monde du chiffre, comme vous avez dit. Et donc, ce sont des sujets qui suscitent pas mal d'appétence de la part de nouveaux apprenants, pour utiliser un vocabulaire actuel, et puis qui suscitent aussi beaucoup d'intérêt de la part des chefs d'entreprise, puisque tout à l'heure on parlait du rachat de Webus par Blablacar. La question, par exemple, est celle du prix de transaction. De même, mon voisin, quand il a vendu Domidom, a dû travailler sur le prix, sur la valeur de l'entreprise. Et donc c'est un sujet majeur dans le monde aujourd'hui des entreprises, d'autant plus que, je dirais, le monde comptable s'est financiarisé. Se financiarisant, la nécessité de déterminer la valeur d'entreprise est un souci quotidien pour ceux qui interviennent dans le monde économique. Alors, qu'est-ce qui a changé justement dans le métier comptable et d'expertise comptable? Et puis, qu'est-ce que la loi Pacte va vous faire modifier? Et puis, enfin, troisième question dans ces changements, c'est l'ubérisation, ou y a-t-il un risque pour la profession comptable? Alors écoutez, je vais essayer de répondre à ces trois questions dans l'ordre. La première, c'est vous dire que déjà moi je représente les commissaires aux comptes et pas les experts comptables, même si j'en suis un. On va faire un petit distinguo très rapide pour expliquer à vos auditeurs ce qu'est un commissaire aux comptes, ce qu'est un expert comptable. L'expert comptable, il aide l'entreprise à produire ses comptes. Il est un conseiller du chef d'entreprise et lui permet, par exemple, quand on lève des fonds, d'imaginer la stratégie, les chiffres, etc. Voilà. Le commissaire aux comptes, il a une fonction de contrôle. Il est un acteur de la chaîne de confiance et il est là pour vérifier que les états financiers, les comptes de l'entreprise sont justes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, sont justes. Il n'a pas de conseils à donner, lui il dit juste c'est véridique ce que j'ai vu. Alors, voilà, c'est ça que vous voulez nous dire? C'est tout à fait ça que je veux vous dire. Le commissaire aux comptes, il a une fonction effectivement d'émission d'une opinion. Disons, les comptes sont sincères, fidèles, pour utiliser le vocabulaire consacré, ce qui permet de rassurer les parties prenantes de l'entreprise. Ou les actionnaires surtout, peut-être? Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, mais les salariés, mais les clients, mais les fournisseurs, mais les banquiers, mais aussi l'État, qui est un partenaire de l'entreprise, ne serait-ce que parce que l'entreprise verse des impôts à l'État. Voilà. D'ailleurs, à la base, le commissaire aux comptes était là pour finalement certifier que la base fiscale de taxation était à peu près juste. Voilà, le scoop du jour, c'est que l'État est partenaire de l'entreprise. Oui, alors c'est une manière amusante de le dire. Tout à l'heure, je le dirais peut-être autrement. C'est pas pour autant que j'approuve toutes les taxes qui pèsent sur l'entreprise. Donc voilà, donc le commissaire aux comptes, il est quelqu'un qui, par nature, est sceptique et qui va essayer de vérifier que ce qu'on dit, ce qui est dans les comptes, est bon, pas bon. Il fait rectifier les comptes avant leur publication, si besoin est.
Ça, c'est sa première fonction. Sa deuxième fonction, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des crises économiques qui se succèdent. La deuxième fonction du commissaire aux comptes, c'est d'assurer la prévention des difficultés des entreprises. C'est-à-dire que quand l'entreprise va mal, le commissaire aux comptes a les moyens, les outils pour tirer la sonnette d'alarme, pour obliger le chef d'entreprise à prendre une série de mesures pour garantir ou assurer la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, il déclenche ce qu'on appelle la procédure d'alerte, qui est une manière d'alerter le tribunal de commerce et les parties prenantes de ce qui peut se passer. Et donc ce qui oblige aussi le chef d'entreprise à prendre des mesures, par exemple de restructuration, etc. Sachant qu'un chef d'entreprise, par nature, et je ne pense pas que mon voisin de droite me démentira, il est optimiste, c'est sa nature. Voilà. Et donc il faut de temps en temps... Il croit à ce qu'il fait, logiquement, le chef d'entreprise. Sinon, c'est dans ses gènes et dans sa de fonction. l'ambition, parce que sinon on a quand même Laurent Delaporte. plus de difficultés. Voilà. On a beaucoup de gens qui nous disent que c'est pas possible, et si on accepte le pas possible, on ne le fait pas. Oui, non, mais oui. Effectivement, il faut avoir des garde-fous. C'est-à-dire qu'il faut avoir des rêves, c'est ça que vous voulez nous dire, Laurent Delaporte, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves, Et il faut avoir des ambitions, et après, il faut être aussi raisonnable. Vous êtes d'accord, Damien Cacaret? Oui, bien sûr, il faut être passionné. Un entrepreneur, c'est un optimiste et un audacieux qui sait effectivement mettre en musique ses rêves, ses passions, mais avec des réalités qui sont des réalités économiques derrière, de marché, sectoriel, etc. Et donc il y a besoin de rationaliser un peu souvent le chef d'entreprise. Merci Damien Cacaret et Laurent Delaporte. Alors Olivier Salustro, donc on continue sur le métier de... Alors sans être un empêcheur de tourner en rond, pour rassurer tout le monde, le commissaire aux comptes donc, est ce garde-fou qui permet... Voilà. Et puis troisième fonction qui est la moins agréable, c'est que le commissaire aux comptes a une obligation de révélation du fait délictueux auprès du procureur de la République. Ça, c'est une fonction qui est assez rarement utilisée. Il oblige en fait le chef d'entreprise de ne pas commettre de faits délictueux, de ne pas commettre de faits qui seraient pénalement répréhensibles. Voilà. J'ajouterais, pour distinguer l'expert comptable du commissaire aux comptes, que le commissaire aux comptes est soumis à un code d'éthique très strict, avec une gestion des conflits d'intérêts très stricte, avec des règles de contrôle qualité également très strictes. On est sous le contrôle d'une autorité indépendante, je crois que c'est le Haut Commissariat aux comptes, qui est un organe indépendant. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, on vit avec des autorités indépendantes, donc je crois que c'est en est une. Et donc nous sommes soumis à une triple responsabilité disciplinaire, responsabilité civile et responsabilité pénale. Autrement dit, si le commissaire aux comptes fait mal son travail, il peut aller en prison. Voilà, il est solidaire en fait du chef d'entreprise dans ces cas-là. S'il y a un problème, ça retombe sur lui. Et le commissaire aux comptes et le chef d'entreprise peuvent se retrouver sous les verrous si jamais ils commettent des erreurs volontaires ou involontaires, tous les deux. Voilà. C'est ce qui donne d'ailleurs... C'est extrêmement rare, ceci dit, je pense. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Ah bon et en tous les cas, dès que vous avez un scandale financier qui apparaît, je vous renvoie à différentes affaires qui sont apparues au cours des 10 dernières années. On se tourne toujours vers le commissaire aux comptes en disant mais qu'est-ce qu'a fait le commissaire aux comptes, pourquoi est-ce arrivé, etc., etc. Donc voilà, donc c'est ce dispositif qui donne la force à la signature du commissaire aux comptes, c'est ce qui lui donne toute sa crédibilité. Et j'ajouterais, pour rebondir sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est que le commissaire aux comptes répond à une mission d'intérêt général. Donc il n'est pas là pour protéger telle ou telle catégorie d'actionnaires, il est là pour répondre à une mission d'intérêt général qui est bien au-delà de la somme des intérêts particuliers, c'est quelque chose qui est au-delà de la somme des intérêts. Voilà, en fait, il doit se détacher du client finalement, c'est ça que vous voulez nous dire, il doit se détacher du client pour lequel il travaille, pour être complètement, voilà. Je veux dire, fair play, objectif, et puis... Pour être absolument. Il est indépendant de son client, pour autant, il est obligé de discuter avec lui. Alors, qu'est-ce que la loi Pacte va changer pour ce métier, justement? Alors, la loi Pacte, c'est le projet de loi... Ça a été voté le mois dernier. Alors, ce qui a été voté, c'est la petite loi. Pour l'instant, il faut que le texte repasse au Sénat début d'année pour savoir finalement à quelle sauce nous serons mangés, puisque les commissaires aux comptes dans cette affaire vont être mangés, puisque la loi Pacte, dans son article 9, prévoit un relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes.
Aujourd'hui, les commissaires aux comptes sont désignés de manière obligatoire dans les structures qui dépassent certains seuils de chiffre d'affaires, au total bilan ou le nombre de salariés, 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, la loi Pacte nous dit, écoutez, pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 8 millions d'euros, plus de commissaires aux comptes. Donc plus de régulation, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui est d'ailleurs ce qui est étonnant. Alors, pourquoi 8 millions d'euros, 4 millions de total bilan et 50 salariés, comme le dit le projet de loi Pacte? C'est tout simplement que ce sont des seuils indicatifs européens. Et donc Bruno Le Maire, qui est le porteur de cette loi Pacte, a imaginé qu'il fallait que les entreprises françaises, pour grandir, soient soumises à ces seuils européens. Voilà, ce qui est à mon sens, une ineptie totale, et je pèse mes mots, puisque le tissu économique français n'est pas le même que le tissu économique allemand ou le tissu économique anglais, etc. Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose que de s'harmoniser au niveau européen, donc? C'est-à-dire qu'il faut s'harmoniser intelligemment. D'abord, ce seuil européen est un seuil indicatif, hein, il n'est pas imposé par l'Europe. Et ensuite, il faut l'adapter à chacun des tissus locaux. Sinon, vous avez 95% des entreprises françaises qui font moins de 8 millions de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous allez avoir 95% des entreprises qui ne seront plus soumises à aucune régulation, qui n'auront plus cet aspect de prévention des difficultés, donc qui n'auront plus de garde-fou en fait. Ce qui risque, mais c'est ce qui a été mesuré en Suède et en Italie, qui ont 2 pays qui ont monté leur seuil et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts, ce qui risque de d'abord fragiliser les bases fiscales. Ça, c'est le problème de l'État, mais indirectement, c'est notre problème à nous, citoyens. Et puis, deuxième sujet, c'est que la qualité des informations comptables données à lire aux parties prenantes, au public, aux actionnaires, aux salariés, etc., se sont notoirement dégradées. En Suède, il y a un rapport de la Cour des comptes suédoise qui pointe du doigt le fait que la remontée des seuils a eu des conséquences catastrophiques. Et l'Italie, avant d'être empêtrée dans les problèmes politiques actuels, avait initié une baisse des seuils. Voilà, il faut le savoir. Donc ce que vous nous annoncez aujourd'hui, c'est que les 2 autres pays qui ont augmenté leur seuil, c'est-à-dire la Suède et puis l'Italie, eh bien quelques années plus tard, s'en mordent les doigts. Absolument. Et donc vous voulez dire que ça a amené une non-confiance, une défiance finalement dans les entreprises? Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, le maillon que solidifie le commissaire aux comptes, qui est celui de la confiance en les chiffres, ce maillon a été rompu ou risque d'être rompu à l'avenir. Alors, l'idée qu'on vive dans un monde sans régulation, sans règles, sans loi, etc., certes, ça permet de simplifier certaines choses pour les entreprises à très court terme, mais en réalité, à moyen et long terme, ça conduit, à mon avis, à des risques majeurs. Est-ce que ça n'est pas ce rôle d'éthique du commissaire aux comptes, est-ce que ça n'est pas à l'expert comptable finalement de le reprendre? Écoutez, non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je vais le repréciser, l'expert comptable n'est pas vraiment indépendant d'entreprise, puisqu'il est révocable à tout moment par le chef d'entreprise, il est payé par l'entrepreneur, et il est là pour aider l'entrepreneur à optimiser la présentation de ses comptes et de ses chiffres. Donc il est aucunement indépendant, même si il répond lui aussi à un code d'éthique, de déontologie, mais qui est moins sévère. En plus, l'expert comptable, il n'est pas contrôlé par une autorité indépendante. Et s'il fait des bêtises, il ne va pas en prison. Donc, vous voyez, donc effectivement, et c'est la grande confusion qui a été faite par Bruno Le Maire et ses équipes, c'est de dire finalement ce que va plus faire le commissaire aux comptes, l'expert comptable va le faire. J'ajoute, conceptuellement, c'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, il faut aussi dire que dans le tissu des entreprises en dessous des 8 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure, entre 3 millions d'euros et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, les entreprises n'ont pas d'expert comptable parce qu'elles ont internalisé la fonction comptable. Vous voyez, donc, en fait, le sujet ne sera pas traité par l'expert comptable. Donc, voilà, c'est deux points qui montrent que cette mesure
mesure portée par l'article 9 de la loi Pacte est une ineptie. J'ajouterais le dernier point, que quand on regarde le titre du projet de loi Pacte, hein, c'est projet d'action pour la transformation et la croissance des entreprises. Et donc en fait, on aurait pu s'attendre à ce que ce projet de loi Pacte, moi je l'appelle de mes voeux, hein, soit une espèce de Small Business Act à la française, et donc finalement consente une série de mesures aux petites et moyennes entreprises pour se développer, pour assurer leur transmission. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. C'est une série de mesurettes, c'est une collection à la Prévert, pour ne pas dire pire, de mesures qui sont finalement dont le seul emblème est la remontée de certains seuils sociaux ou financiers. Donc Donc vous trouvez en fait qu'on ne va pas assez loin dans les réformes avec cette loi Pacte, c'est ça que vous voulez me dire? Je trouve que ce projet de loi est une déception parce qu'en fait il ne porte pas une vision globale de ce que devrait être un projet pour les petites et moyennes entreprises et qui effectivement mériterait d'être libéré, dont la transmission mériterait d'être aménagée, libérée également. Vous savez qu'en France, pour la transmission de l'entreprise, on a ce qu'on appelle le pacte du trade, qui sont une série de mesures fiscales qui permettent de favoriser la transmission des entreprises à bon compte. N'empêche que quand on regarde les chiffres, seuls 17% des entreprises françaises sont transmises contre 55% en Allemagne. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est que nos dispositions, nos dispositifs, par exemple le pacte du trade, devraient être accentués. En fait, on devrait lever la fiscalité sur la transmission des entreprises, qui est extrêmement lourde, et donc qui coûte très cher à ceux qui payent les droits et qui ne réinvestissent pas dans l'entreprise, et donc tout ça ne génère pas beaucoup d'emplois. Donc la première mesure qu'il aurait fallu faire, c'est améliorer la transmission d'entreprise pour vous dans cette loi Pacte. Alors qu'est-ce qui n'a pas été fait d'autre et quelle autre mesure vous verriez qui est pour justement faciliter l'entrepreneuriat en France? Écoutez, moi je crois que la clé de l'entrepreneuriat en France, c'est de diriger l'épargne vers les entreprises. Mon voisin de droite a levé 11 millions, je crois, c'est ça, C'est ça, ouais. 11 millions de fonds. C'est formidable, c'est très bien, parce qu'il a un projet sans doute très attractif, mais ce qu'il faudra, c'est diriger l'épargne des Français la flécher vers le monde de l'entreprise. L'investissement dans l'entreprise, c'est la clé de son développement. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas croître, vous ne pouvez pas vous développer. Oui, mais avec la réforme de l'ISF et avec l'IFI, c'est bien ça qui est voulu finalement par le gouvernement. En fait, il souhaite que les Français investissent moins dans l'immobilier pour justement investir dans les entreprises. Peut-être, mais pour moi, le dispositif n'est pas suffisant. Pas suffisant, pas complètement. Merci. Alors, dernière question par rapport à ce métier d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable. Est-ce qu'à brève échéance, vous pensez que la technique pourrait avoir raison de la profession comptable? Quand on parle de technique, je parle d'ubérisation, d'algorithmes, voilà. Des vilains mots pour vous. Non, moi alors notre profession a organisé ses universités d'été en septembre dernier, et on a imaginé un tribunal des générations futures, et la question posée était l'obsolescence des professions du chiffre est-elle programmée? La réponse a été non. En fait, effectivement, tout ce qui relève de l'intelligence artificielle et de tous les dispositifs technologiques qui sont autour pourrait laisser craindre effectivement la disparition à terme d'une partie, voire de la totalité de la profession du chiffre. Alors, il faut distinguer la question des experts comptables et de celle des commissaires aux comptes déjà. Les experts comptables, je les laisse répondre. Je crois qu'il y a des tâches à valeur ajoutée qui vont effectivement disparaître, donc il va falloir qu'ils se renouvellent et qu'ils se réinventent. Pour ce qui concerne les commissaires aux comptes, effectivement, moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, j'ai pas peur de tous les dispositifs type blockchain, ICO, etc., tout ce qui est autour, tous les robots, tout simplement parce que ça va être des outils qui vont nous apporter, qui vont nous décharger de certaines tâches répétitives à faible valeur ajoutée, qui vont nous permettre de passer plus de temps dans ce que sont les sujets à valeur ajoutée, les recommandations aux clients, l'analyse stratégique de l'entreprise, sa meilleure compréhension. Voilà. Et puis en tout état de cause, le commissaire aux comptes émet une opinion. Pour émettre cette opinion, il doit savoir, il doit s'appuyer en tous les cas sur une série de travaux, et
question de laisser les algorithmes opérer sans savoir ce qu'il y a dans ces algorithmes. C'est ça la question en fait, c'est qu'il faut que le commissaire aux comptes monte en compétence pour aller avoir la capacité de rentrer dans la boîte noire de ce qu'est l'algorithme, pour le juger, pour savoir s'il est performant, pour savoir si les données qui sont introduites dans l'algorithme sont des données fiables ou non. On pourrait très bien. Il y a des questions de biais qu'on peut introduire dans les algorithmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biais ethniques, de choses comme ça, mais on peut aussi imaginer des biais financiers. Et donc, le commissaire aux comptes devra se montrer sceptique vis-à-vis de tout ça. Sceptique au bon sens du terme. Bien sûr. Et donc, voilà, donc son défi au commissaire aux comptes, son défi, c'est de s'approprier ces outils, de monter en compétence pour les comprendre, pour les maîtriser. Mais en aucun cas, le commissaire aux comptes ne disparaîtra ou ne sera ubérisé, comme on dit. Enfin, voilà, ceux qui subissent l'ubérisation, c'est ceux dont les tâches sont à faible valeur ajoutée. Donc, il faut absolument monter en compétence. C'est-à-dire celui qui fait, ce que vous voulez dire, c'est que le comptable qui saisit des lignes de chiffres, ça, bientôt, c'est fini. Ah oui, on n'aura oui, plus ça, besoin. Voilà, dans les 3, 4, 5 ans, ça aura disparu. Tant mieux pour le comptable s'il arrive à retrouver un emploi et s'il monte en compétence. Mais voilà, effectivement. Voilà, parce que, oui, et puis, mais par contre, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'effectivement, l'algorithme, lui, prévoit des cas, mais si on a des cas en dehors de ce qui est prévu, bah, lui, l'algorithme ne pourra pas gérer. Donc là, c'est le rôle de l'intelligence humaine, tout simplement. Bien sûr, l'intelligence humaine va rester au centre du dispositif, ne serait-ce que parce que l'intelligence humaine est la seule capable de poser les questions, parce que l'algorithme ne répond aux questions qu'à celles qu'on lui a programmées. Alors, Olivier Salustro, je vous propose une petite pause musicale avec Avicii et son titre Hey Brother, et puis on revient tout de suite avec vous pour parler du Lab 50. Ça va? Ouais. Je crois que tu as pas dit de bêtises. Non, tout va bien. Je suis resté soft sur la loi. Oui, vous êtes très soft. Je m'attendais à plus de velléité, moi. On sent que c'est retenu. On sent que le commissaire aux comptes a pris la main. Non, mais bon, si vous avez... De toute façon, c'est vrai que la France, elle fait les à 95%, 92% exactement de petites de TPE. Et donc, oui, c'est vrai. Le challenge, c'est les faire grandir. Hein. Oui. Donc, oui, mais pour les faire grandir, je pense qu'il faut des guides. Enfin, voilà, faut pas être... J'ai été impliqué avec les commissaires aux comptes des Yvelines et Jean-Noël Barrault, justement, député et responsable de la finance. Je comprends bien que pour les commissaires aux comptes, c'est un petit challenge, mais je pense que tout ce qui nous pousse à être aux normes européennes, c'est quand même quelque chose de bien, parce que quelque part, c'est des barrières qu'on a en moins. Oui. On a besoin de se mettre moins de barrières. Oui, mais... On est très fort en France pour, chaque fois qu'il y a une directive européenne, d'en rajouter une couche de complexité et pour faire mieux. Mais au final, on se pénalise. Donc il faut toujours faire mieux, mais c'est bien aussi de ne pas se pénaliser. Là, en l'occurrence, on n'est pas les seuls à être en dessous des seuils. Hein. Sur 27 pays, vous en avez 21 qui sont en dessous des seuils, il faut quand même le savoir. Mais bon, on pourra après, des seuils, mais nous, on n'est pas concernés. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, quand on a des investisseurs, on aura un commissaire aux comptes. Mais donner cette liberté pour les petites entreprises. Non, par contre, sur la transmission d'entreprise, je suis assez d'accord. Je trouve qu'on devrait libérer la transmission du capital, finalement. Bien sûr. Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez dans votre propre famille des gens capables de reprendre. Non, mais c'est une partie de la question, bien sûr. Voilà. C'est une partie de la réponse. Je suis d'accord, c'est pas la totalité, mais disons que... Voilà. On y va, on reprend. Courte pause musicale avec Avicii Hey Brother pour laisser parler Olivier Salustro. Donc je rappelle que Olivier Salustro, que vous êtes commissaire aux comptes et expert comptable. Et alors, chose très intéressante, avec la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, vous avez créé un observatoire, c'est le Lab 50. Et là, on trouve plein d'analyses. Alors expliquez-nous un peu pourquoi le Lab 50 et qu'est-ce que vous y faites. Alors écoutez, c'est assez simple. Depuis le début de cette émission, on parle de nouvelles technologies, on parle de blockchain, on parle d'ICO, on parle de tout ça. Et donc les commissaires aux comptes sont touchés au premier chef, ou sont concernés au premier chef par la question de l'intelligence artificielle. Avant, on avait été concerné
avatar, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, nous devons d'être à l'écoute de la transformation du monde et d'intégrer progressivement les nouvelles technologies. Et donc, le Lab 50 est là pour écouter, pour disséquer, pour analyser, synthétiser et pour acculturer nos professionnels à ces questions. On n'a pas toujours le temps de s'intéresser à ces questions et pour les avertir des mutations ou des changements dans lesquels ils vont devoir s'engager pour suivre et pour coller au marché. Voilà, c'est ça la question. Donc le Lab 50, c'est une structure ouverte dans laquelle vous avez un comité scientifique qui fait appel à des personnalités extérieures, des professeurs, d'universités notamment, voilà, et qui traite des différents sujets qui concernent l'intelligence artificielle. Vous en avez cité quelques-uns. Oui, d'ailleurs, je vais les reciter. Hein, intelligence artificielle et éthique des professionnels du chiffre, par exemple, c'est donc très intéressant. Puis il y a autre chose qui m'a intéressé également, c'est le coût de la surcharge informationnelle en entreprise. Alors là, vous avez pris l'exemple de en entreprise, mais bon, et c'est vrai, c'est la surcharge informationnelle de nous tous finalement. Hein, on a accès déjà, on a beaucoup d'infos par nos mails, on a beaucoup de plateformes qui existent, qui nous informent de droite et de gauche sur tout et n'importe quoi. Et ça, vous l'avez carrément mesuré, c'est ça? Oui, c'est ça. En tous les cas, on a analysé un certain nombre de choses sur ce sujet pour montrer comment l'être humain compensait en fait ce trop-plein d'informations au quotidien, donc en allant plus vite en traitant certaines choses ou en négligeant certaines autres. Voilà, la conclusion de cette analyse et de cet article, c'est quand même qu'il faut prendre des mesures pour ne pas se laisser déborder complètement. Voilà, le risque, c'est ça. Surcharge informationnelle, trop d'informations, tue l'information. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est pas d'avoir l'information, c'est de la trier, et de la rendre comestible, intelligente et facilement préhensible. Donc vous donnez des clés, on va dire un petit peu, des clés de conseil dans vos articles. Pour l'instant, oui, enfin, les analystes en tout cas. On donne des clés générales, ou on restitue des clés générales à chacune des problématiques qu'on traite. Par exemple, on a récemment traité des ICO, donc les Initial Coin Offering. Donc la crypto-monnaie. Donc l'émission de crypto-monnaie, et en tant que commissaire aux comptes, on s'intéresse beaucoup au sujet, puisqu'il y a eu beaucoup de fraude sur les émissions de crypto-monnaie récentes qu'on a vues sur le marché fleurir. Il y a eu 1 milliard de levées de fonds pour les 12 derniers mois en matière de crypto-monnaie, avec beaucoup de déception pour les gens qui ont mis de l'argent réel en face de ces crypto-monnaies. Et donc, nous, en tant que commissaire aux comptes, tout comme l'AMF d'ailleurs, nous souhaitons une réglementation, une régulation de la chose. Alors l'AMF d'ailleurs va émettre... Ça devrait arriver justement. L'AMF a réfléchi très en amont au sujet, parce qu'elle a été saisie très en amont de certains scandales, et donc elle va émettre un visa optionnel bientôt. De même que l'autorité des normes comptables, qui, vous savez, en France édite les textes de réglementation comptable, va aussi se prononcer sur le sujet de la comptabilisation de ces ICO, de ces monnaies virtuelles. Alors justement, en tant que commissaire aux comptes, vous pensez qu'il faut investir en crypto-monnaie ou il faut attendre que tout ça soit régulé? Écoutez, moi je ne suis pas un grand fan des crypto-monnaies, mais voilà, je suis d'une génération, j'ai des cheveux blancs, plus beaucoup de cheveux, dans tous les cas blancs, et donc moi je ne suis pas un fan des crypto-monnaies. En tout état de cause, le cours des crypto-monnaies évolue de seconde en seconde, et aujourd'hui les cours sont un peu à la baisse. Voilà, donc c'est peut-être pas le moment d'acheter, il faut attendre que ça baisse encore, peut-être que ça remonte, j'en sais rien. Vous n'êtes pas fanat en tout cas de ce type d'investissement? Non. C'est parce qu'il n'y a pas de régulation ou bien? C'est d'abord parce qu'il n'y a pas de régulation, effectivement, et ensuite parce que je suis un sceptique par nature ou par construction. D'accord. C'est la base de votre métier d'être sceptique, c'est une formation professionnelle. Voilà. Je suis Ok. sceptique et voilà pourquoi je fais ce métier. Donc prudence, en tout cas, si on investit, c'est le mot qu'on peut dire en crypto-monnaie. Prudence, et en attendant d'avoir effectivement les visas AMF qui vont bien. Qui vont bien et qui devraient arriver, on pense, l'année prochaine. Voilà, en tous les cas, ça fait partie de Pacte, du projet de loi Pacte. C'est ça. Pacte est un projet de loi. Merci beaucoup pour tous ces conseils. En tout cas, je rappelle le Lab 50 parce que c'est très intéressant, les analyses
qu'on y trouve. Ça pose des problèmes différents. On a dit donc la formation, par exemple trop d'informations, mais aussi sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur la sociologie, puisqu'en fait ça concerne des enjeux de société, tout ça, carrément. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Olivier Salustro. Alors, à nos côtés également, donc Damien Cacaret. Alors vous avez fondé donc une société de services qui s'appelle Domidom, qui s'est fait racheter par Orpea. Vous êtes maintenant le directeur du réseau d'agences de services à domicile d'Orpea, c'est-à-dire ces deux réseaux, c'est ADAP Service et Domidom. On connaît un peu plus Domidom, on connaît un peu moins peut-être ADAP Service, non? En tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler de ces réseaux et de comment vous avez mis en place tout ça? Alors, mais peut-être qu'on connaît un petit peu moins ADAP Service, parce que c'est un réseau qui est certainement plus spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée, dépendante et ou handicapée d'ailleurs. Malgré tout, c'est un réseau ADAP qui est plus grand. C'est un réseau qui a 180 agences en France, qui compte plus de 6 000 salariés, qui intervient auprès de 25 000 personnes par jour, qui sont dans des situations de dépendance et de handicap. Mais c'est un réseau qui effectivement est peut-être moins connu du grand public, parce que est très spécialisé. Très spécialisé dans la dépendance, en fait, donc on en parle moins. Exactement. Domidom, lui, est un réseau qui est un tout petit peu plus, on va dire, récent que ADAP. ADAP a 20 ans, Domidom a 15 ans, donc ça reste des pionniers dans les services à la personne, en tant qu'entreprise, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il n'existait quasiment pas d'entreprise dans les services à domicile. Les services ont émergé, les entreprises ont émergé dans les années 2005-2007 avec notamment l'arrivée de la loi Borloo qui a simplifié beaucoup de choses et qui a été vraiment le booster de ces entreprises de services à domicile. Et donc Domidom est un réseau qui lui est un peu plus ouvert en termes de services, donc un peu plus connu du grand public. On peut venir. Là, il ne faut pas être dépendant pour faire appel à Domidom, hein, c'est ça? Pas forcément, un peu moins. Voilà, on va toucher une cible qui va être un peu plus large chez Domidom. Même si on ne fait pas de garde d'enfants, on reste auprès d'un public, on va dire, senior, mais on peut être senior et en très bonne santé et pas du tout dépendant. Donc c'est pour ça que Domidom est peut-être un peu plus connu du grand public et ADAP on va dire plutôt des prescripteurs, des gens qui sont très spécialisés dans le circuit de la prise en charge de la dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous, dans les deux services, dans les deux sociétés, quels sont les services que l'on peut demander ou pas demander justement à l'un et à l'autre? Expliquez-nous un peu les différences. Alors, il y a des services qu'on a en commun entre Domidom et ADAP, parce qu'avant d'être dans cet univers Orpea, donc dans la prise en charge et dans l'offre globale de la prise en charge de la dépendance, de l'accompagnement, on a le parcours au sein d'Orpea maintenant avec les établissements et le domicile. Donc avec le domicile, on a Domidom et ADAP. Donc c'était deux sociétés qui étaient, on va dire, peut-être un peu concurrentes. Malgré tout, Domidom va proposer des prestations qui vont être des prestations aussi de confort, de loisirs, permettre à la personne de partir en vacances parce qu'on va entretenir son jardin, relever son courrier, entretenir sa maison, ouvrir ses volets, etc. Alors que chez ADAP, on est vraiment dans les services à la personne. Ce sont des personnes qui sont très souvent à mobilité réduite de par leur dépendance et leur état de santé qui leur permet souvent plus de sortir, en tout cas seul. Et ce que fait ADAP, c'est plus du service à la personne, de l'accompagnement à la personne pour faire en sorte de mieux vieillir ou de mieux vivre à domicile avec son handicap. Voilà, donc la grosse différence, c'est que Domidom, en fait, c'est du service à la maison ou à la personne, oui. Alors que ADAP Service, c'est uniquement du service à la personne. On a bien compris la différence. Mais alors, justement, la semaine prochaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et au musée Guimet, le musée des arts asiatiques, vous proposez une initiative très intéressante. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Alors, avec ADAP, depuis quelques années, on prend en charge donc, des personnes qui sont dans des situations de dépendance et on veut vraiment sensibiliser le grand public finalement à ces situations de dépendance. Sensibiliser le grand public, ça peut être des aidants familiaux, donc des personnes qui sont confrontées quotidiennement à des situations de vie quand même difficiles à domicile, mais ça peut être aussi dans la vie, on va dire, active. On peut avoir
en tant que salarié à faire face à des personnes qui sont dans des situations de handicap. L'exemple que l'on a avec ce musée, c'est de sensibiliser les employés finalement du musée à accueillir ce type de public. Donc on a un outil qui est une combinaison, ce qu'on appelait la combinaison du vieillissement chez ADAP, qui est un véritable outil de sensibilisation où finalement on rentre dans la peau, on fait rentrer des personnes dans la peau de gens dépendants de plus de 85 ans. Donc c'est un système physique, où vous enfilez une combinaison avec des poids, ça vous réduit des articulations, ça vous réduit votre champ de vision, ça vous met en exergue en fait tout ce qui va être la sensibilité aussi, l'arthrose, etc. Et donc on se retrouve avec cette combinaison dans la peau d'une personne de 85 ans voire plus qui peut rencontrer des difficultés. Donc ce qu'on fait avec le musée, c'est montrer aux employés effectivement du musée que dans quelles conditions ils peuvent recevoir ce public-là. Comment est-ce qu'ils doivent circuler, comment est-ce qu'ils pourront descendre des escaliers ou pas. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'être... Qu'on se rende compte finalement de la difficulté d'être porteur d'un handicap en fait. Exactement. Au quotidien, quand j'ai ce poids physique, c'est le cas de le dire au sens propre du terme, j'ai des difficultés à exercer mes actes essentiels de la vie quotidienne. Et donc mon quotidien devient de plus en plus lourd, parfois même il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et donc c'est ce que l'on fait avec cette combinaison, c'est expliquer au travers cette combinaison les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, ça c'est très intéressant. Et puis justement, vous avez publié une étude. Est-ce que vous dites 11 millions d'hommes et de femmes sont en capacité d'aider ou aident leur famille finalement qui est devenue handicapée. Oui. Donc c'est énorme. Toujours avec ce réseau ADAP qui est vraiment très proche de la personne fragilisée, on a un institut qui s'appelle l'Institut ADAP qui ne cesse de publier à la fois de la formation pour nos intervenants à domicile, mais aussi ce que l'on a fait, publier des guides pour le grand public, là aussi pour sensibiliser les personnes qui se retrouvent dans ces situations. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un déni face à finalement à ces situations de dépendance. Ça arrive très souvent brutalement au domicile. C'est la personne âgée qui peut être en couple ou vivre seule avec des proches qui sont souvent pas si proches que ça physiquement. Et donc il y a une fracture et on se retrouve face à cette dépendance. Et donc nous ce que l'on veut, c'est peut-être faire modestement, mais de la prévention sur ces situations. Et donc on a sorti effectivement un guide pour les aidants familiaux, pour permettre peut-être d'anticiper certaines situations de vie, et puis permettre aussi à chacun de comprendre ce que c'est que des situations de dépendance, comment aussi en tant qu'aidant, il y a un moment où il faut laisser place peut-être à un professionnel. Un aidant, il doit rester à sa place aussi pour qu'il puisse garder lui aussi à la fois sa dignité, sa place dans la famille, mais aussi préserver son état de santé. Oui, sa vitalité, j'allais dire. Très souvent, c'est l'aidant familial qui est obligé d'être placé en maison de retraite ou qui va se retrouver lui-même dans des difficultés. C'est quand même 7 fois sur 10, on se rend compte que l'aidant familial est touché avant, à son tour, avant, va être dans une situation très vite de dépendance et très accélérée parce que il prend plus soin de lui, il prend plus. Je parle là plutôt d'un couple, de personnes qui sont âgées à domicile. L'aidant quotidiennement est très sollicité et donc va lui aussi pouvoir se retrouver dans une situation parfois compliquée. Donc nous on est là aussi pour montrer qu'il y a des professionnels, que chacun doit rester à sa place, accepter aussi cette tierce personne dans le domicile. Donc on donne vraiment des outils pour mieux accompagner en fait les personnes qui se retrouvent dans ces situations. Vous le disiez, c'est plus de 11 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a un statut qui existe en tant qu'aidant familial. Alors, on pourrait aller plus loin d'ailleurs sur ce statut, parce qu'il y a souvent même des personnes qui sont obligées de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
lorsque l'on a une maman âgée, très dépendante à domicile, et qu'on est la fille unique qui peut effectivement passer tous les jours, plusieurs fois par jour, qui doit passer plusieurs fois par jour, bon, tout ça doit être pris en compte. Et donc, ça peut poser des difficultés. Donc, quel est le statut véritablement de cet aidant familial? Je pense qu'on peut faire plus en France d'ailleurs pour reconnaître ces personnes et qu'elles se fassent accompagner par des professionnels, parce que je disais que chacun aussi doit rester à sa place. On n'apprend pas à être parent, c'est pareil, on n'apprend pas à être aidant. Enfin, il n'y a pas de formation pour être quand on devient parent, il n'y a pas de formation pareil quand on devient aidant familial. Donc aujourd'hui, on évolue avec la personne. On évolue avec la personne, mais notre rôle aussi au travers de l'Institut ADAPT et notre côté professionnel, c'est d'accompagner ces aidants familiaux vers, non pas à ce qu'ils deviennent des professionnels, mais au contraire à ce qu'ils puissent retrouver leur place dans la famille, dans le cercle familial, et puis se faire aider par des professionnels. Alors si on veut faire appel à ADAPT Service ou à Domidom, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on trouve facilement quelqu'un pour, par exemple on vous appelle, en combien de jours on peut trouver quelqu'un qui aide nos parents ou notre famille proche si nous on était aidant familial avant? Alors, on peut facilement faire appel à nous. Hein. Aujourd'hui, les réseaux ont des agences physiques qui se retrouvent dans nos villes, même dans des milieux ruraux en province. C'est plus de 245 agences, ADAPT et Domidom, les deux réunis. Il faut donc nous contacter. On peut, on va dire, selon la situation, il y a des situations d'urgence où on nous appelle quasiment le soir pour le lendemain matin, notamment sur des sorties d'hospitalisation, le vendredi midi, on nous appelle pour dire on a un proche qui rentre chez lui ce soir, voire demain matin, est-ce qu'il peut être pris en charge? Donc dans l'urgence, on peut, on va dire en 12 heures, 24 heures, mettre en place une prise en charge. Bien évidemment, il faut que cette prise en charge soit évaluée au préalable, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Enfin, on a des choses qui sont très, très différentes en fonction aussi du lieu de vie. Donc il faut pouvoir avoir une vue globale pour mettre en place cette prise en charge. On va dire qu'en 24-48 heures, on arrive à mettre en place une solution. Maintenant, c'est vrai que pour le grand public, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant ADAPT est peut-être un peu moins connu, c'est parfois le parcours du combattant, parce que les familles sont un peu perdues, on ne sait pas qui aller voir, on appelle son médecin traitant, parce que comme je vous le disais, ça arrive, c'est très souvent brutal. Donc on se retrouve, ça peut être par exemple un AVC ou une grave maladie ou une chute. Une évolution, et alors le cas le plus fréquent, c'est la chute. La personne âgée qui chute, qui du coup est hospitalisée, c'est l'entrée aux urgences, puis très souvent la chirurgie derrière, le soin de suite, et on retourne à la maison. Bon, voilà. Mais dans quelles conditions est-ce qu'on peut retourner à la maison? Et c'est là où les familles souvent sont un peu perdues. Donc nous on essaye justement d'être un peu plus visible auprès du grand public, donc grâce à nos agences, mais grâce aussi à la communication aujourd'hui qu'on peut faire sur des grandes chaînes de télé. Voilà, enfin, on essaye vraiment de montrer qu'il y a aujourd'hui des réseaux, des solutions qui existent, et on est là aussi pour accompagner sur tout ce qui va être dans la coordination, parce qu'il y a la prise en charge en tant que telle, donc ça c'est notre métier. Notre métier, ce sont des auxiliaires de vie qui interviennent quotidiennement auprès de ces publics fragiles, mais on va être aussi là pour faire en sorte mettre en place une prise en charge financière, faire en sorte aussi peut-être d'aménager le lieu de vie, c'est un vrai sujet. Lorsqu'il y a une chambre à l'étage et qu'on rentre de cette hospitalisation, on peut peut-être plus monter à l'étage, donc on est là vraiment dans une approche globale de cette prise en charge. Alors Damien Cacaret, donc on a bien compris que si on a besoin, il faut faire appel au service ADAPT Service ou Domidom. Il y a des adresses internet ou des sites internet sur lesquels on peut vous contacter facilement. Je pense que ça, c'est pas trop difficile. Et c'est très souvent ce que font les familles. La première chose, on va sur le web et on tape service à domicile. Et nous, c'est domidom.fr ou adaptservice.fr. Voilà. Merci Damien Cacaret. Mais pour conclure en une minute, comment vous avez réussi à financer vos entreprises, donc en tout cas la création de Domidom? Alors, vous avez fait ça tout seul avec de la love money, c'est-à-dire de votre propre argent, ou vous avez fait appel à des fonds? Comment vous avez fait? Expliquez-nous en une minute.
Alors là, c'est la vie de l'entrepreneur. Moi, j'avais 26 ans, je sortais d'une école de commerce. J'avais un passé, effectivement, avec un premier bagage qui était dans le monde de la santé en tant que pharmacien. Et à HEC, j'ai eu la chance de faire des rencontres. Et j'ai un business angel qui a été séduit peut-être par mon projet, qui était de créer cette entreprise de services à domicile, la première agence de services à domicile que j'ai créée. Et donc voilà, j'ai été accompagné par un family office qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a permis d'ouvrir mes premières agences, parce qu'effectivement on a besoin d'argent pour se développer, se faire aider, oui, bah oui. de se faire aider. J'avais pas personnellement l'argent, j'avais un projet, j'avais une idée, un secteur Mais pas d'argent. Qui est extrêmement porteur, et qui sera de plus en plus d'ailleurs un vrai sujet sociétal avec l'évolution démographique. Mais bon, donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir me faire aider au démarrage, et puis petit à petit, après le développement aidant, la rentabilité aussi de l'entreprise, eh bien j'ai pu faire construire ce réseau, avoir un peu plus d'argent, et après commencer à s'autofinancer. Merci beaucoup Damien Cacaret. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous en studio ce matin. Je rappelle que nous étions avec Laurent Delaporte, directeur général de CAPA, avec Olivier Salustro, commissaire aux comptes et président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, et puis Damien Cacaret qui nous racontait l'histoire de Domidom et d'Adap Service, et puis surtout allez les découvrir du 19 au 25 novembre au musée Guimet. Merci à tous les trois pour votre présence ce matin. Vous pouvez réécouter cette émission sur Facebook, sur notre page IDFM, ou sinon bientôt elle sera sur notre site internet idfm98.fr. Bonne journée à tous, je vous retrouve jeudi matin. À jeudi. Voilà, c'est millimétré au petit point. C'est millimétré, ouais. C'est à la seconde. Ah oui, à la seconde, oui. Merci beaucoup. Merci. J'essaye de vous laisser le plus de temps possible.